Bonjour tout le monde. Avant de plonger dans l'épisode du jour, petite mise en contexte. Jonathan prenait le micro récemment au podcast Hypercroissance pour parler d'intelligence artificielle. Et on pense sincèrement que cette discussion a le potentiel de vous apporter beaucoup de valeur. Pour ceux qui connaissent pas encore Hypercroissance, c'est animé par Antoine chez J7 Media et le podcast aborde sans filtre les défis, les victoires de l'hypercroissance en entreprise. Bonne écoute. Tout le monde aujourd'hui trouve ça sexy le mot agent. Donc, tout le monde dit je vais me bâtir un agent IA pour faire une tâche. Si vous savez c'est quoi l'ordre dans lequel la tâche doit être faite, chacune des étapes, vous allez avoir un résultat beaucoup plus fiable en sortie avec un workflow IA qu'un agent IA. Et c'est assez intéressant parce qu'il dit maintenant dans ses conversations ouvertement qu'il a 20 agents qui travaillent un peu dans son entreprise, on pourrait le dire ainsi. Il a été capable de remplacer, je pense que 75% de ses équipes. Donc, on est de retour sur le podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires et après avoir parlé de plusieurs sujets dans les dernières semaines, on a parlé d'un peu d'IA, on a parlé un peu de marketing, de challenge, de commercialisation. On revient à nos premiers amours, ou du moins nos derniers amours, on peut le dire ainsi, l'intelligence artificielle, mais spécifiquement pour tenter, Jonathan Léveillé et moi aujourd'hui, de décortiquer qu'est-ce qu'un agent IA versus un workflow IA. Et on va essayer ensemble de même essayer dans le podcast de déterminer quelles seraient les premières étapes à suivre si, bien entendu, on veut construire notre premier agent IA. Mais avant toute chose, Jonathan, comment vas-tu aujourd'hui? En pleine forme, Antoine, comme à l'habitude, bien content d'être là. Donc, tu te fais poser des questions. On demande qu'est-ce qu'un agent, qu'est-ce qu'un workflow IA, comment ça s'intègre dans une organisation, comment ça s'intègre dans un département, dans une entreprise. J'ai une question pour toi. Quelle est la différence pour commencer entre un agent et un workflow IA et qu'est-ce qu'on peut bénéficier d'un ou de l'autre? Bien, c'est bon qu'on en parle aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de flou à travers ces différents termes-là qui sont souvent pas faciles à comprendre. Mais en tant qu'entrepreneur ou gens qui sont dans un cadre professionnel, c'est super important vraiment de comprendre la différence entre un workflow IA et un agent IA pour par la suite faire un bon plan de match ou du moins prendre ça en main. Donc, la différence entre un et l'autre, je vais commencer par expliquer c'est quoi un workflow infusé d'intelligence artificielle. Donc, c'est une automatisation qui est augmentée par l'intelligence artificielle. Donc, c'est un processus qui est structuré, qui a des étapes connues et déterministes. Et le mot déterministe est super important, dans lequel on va injecter un petit peu d'intelligence artificielle à certains points précis pour imiter le comportement qu'un humain aurait dans ce workflow-là, donc dans ce processus-là. Donc, il y a vraiment un chemin qui est linéaire avec des embranchements qu'on tourne à gauche ou à droite et à certains endroits, on vient répliquer une capacité cognitive d'un humain au final. Donc, le but, c'est vraiment d'automatiser un processus qui est connu dans l'entreprise, puis de rendre certaines étapes plus intelligentes qu'avec du code traditionnel qu'on aurait fait. Pour donner un exemple quand même assez simple qu'on a dans toutes nos organisations, les fameuses factures fournisseurs que l'on reçoit, que l'on doit traiter, bien, on reçoit cette information-là. Donc, chacune des étapes sont déterminées, qu'est-ce qui devrait être fait, mais il y a un petit endroit qu'on va utiliser l'intelligence artificielle pour venir extraire ce qu'il y a dans le fichier PDF ou dans la facture pour ensuite l'envoyer dans le système comptable. Donc, c'est une série d'étapes prédéterminées. Il y a un petit morceau qu'on vient répliquer ce que l'humain aurait fait, d'extraire l'information sur le PDF, mais ça ne fait pas de ça un agent IA à ce moment-là. Donc, c'est vraiment juste un petit endroit dans le processus. On infuse un cerveau numérique pour venir répliquer ce que l'humain va faire. Fait que ce bout-là, ce qui est important à comprendre, c'est que c'est un processus qui est prévisible. Les étapes sont définies à l'avance et l'IA va agir localement à certains endroits dans ce workflow-là. Si on va du côté agent IA, dans le mot agent, il y a le mot agir et action. Donc, c'est dès qu'on donne une autonomie d'action et de planification à l'intelligence artificielle. Donc, c'est une entité qui est autonome, qui va raisonner, qui va planifier et qui va agir selon une mission qu'on va lui avoir donnée. Et il n'y aura pas toute la liste d'étapes à suivre. Il va décider par lui-même c'est quoi le plan, c'est quoi les étapes. Et il va vérifier à quel outil il a accès à ce moment-là. Donc, il n'y a pas d'ordre prédéfini. On ne lui dit pas exactement comment faire. On lui dit voici ta mission, voici tes données, voici tes outils et tente du mieux possible d'y arriver. Pareil comme si on avait pris un humain,
et qu'on lui donnait une mission, des outils, des données et que par lui-même, il allait se faire un plan de match et tenter d'agir au final. Donc, cet aspect-là, pour donner un exemple, tout ce qui est, par exemple, la planification d'entretien préventif, ben, on pourrait fournir à l'intelligence artificielle, à l'agent, des données, par exemple, une série de capteurs sur des machines dans l'usine, des fameux IoT, Internet of Things. On pourrait lui fournir l'historique d'entretien, la météo à venir ou les commandes qui s'en viennent. Et lui, par lui-même, va se faire un plan de match. Il va raisonner pour dire, oups, l'unité 34, ben, il commence à avoir un peu plus de vibrations que prévu. On serait peut-être dû à faire une maintenance, un entretien. Donc, on ne lui a pas enseigné à avoir ce réflexe-là. On lui a donné une mission, des données, des outils, et lui va émettre des opinions, il va émettre des suggestions au final. Donc, un workflow infusé d'IA, c'est une séquence qui est déterminée. Un agent IA, c'est qu'il n'y a pas de séquence prédéterminée. Simplement un objectif global, une mission, des outils, de la mémoire et on va au bout de la ligne. Maintenant, dans une entreprise, quand est-ce qu'on y va avec un workflow IA versus un agent IA? Si vous savez exactement c'est quoi l'ordre des choses dans laquelle la tâche doit être faite, vous êtes beaucoup mieux dans la majorité du temps d'aller avec un workflow IA. Tout le monde aujourd'hui trouve ça sexy, le mot agent. Donc, tout le monde dit, je vais me bâtir un agent IA pour faire une tâche. Si vous savez c'est quoi l'ordre dans lequel la tâche doit être faite, chacune des étapes, vous allez avoir un résultat beaucoup plus fiable en sortie avec un workflow IA qu'un agent IA. Parce qu'il va suivre des règles prédéterminées. On va infuser un peu d'intelligence à certains endroits, mais le niveau de fiabilité en sortie va être beaucoup plus élevé dans ce genre de cas-là pour un workflow IA. Si vous avez une tâche qui est très complexe et que vous n'êtes pas capable de nommer tous les embranchements possibles pour la tâche, vous êtes mieux d'y aller avec un agent IA à ce moment-là. Donc, plus une mission et lui-même, on va l'entraîner après à mieux accomplir sa mission à travers le temps. Donc, si vous voulez plus de prédictibilité en sortie, un workflow IA. Si vous voulez un peu moins de travail à faire, mais dans une tâche plus complexe, ça va être plus un agent IA à ce moment-là qu'on va aller au final dans comment on va bâtir ça. Donc, on entend très souvent, je veux faire de l'IA, je veux tester mes premiers agents IA. N'oubliez pas que souvent, la solution, ce n'est pas un agent IA, c'est un workflow d'IA qui va être un workflow infusé d'intelligence artificielle qui va vraiment arriver à ce que vous voulez au final. Il y a vraiment un buzzword autour de l'agent IA et il faut faire Ouais. attention, il faut se dire, en partant, j'y vais avec quoi? Avec un workflow IA ou un agent IA? Il faut bien le réfléchir. Et ça arrive dans certains cas qu'on va commencer avec une certaine avenue pour se rendre compte que c'est peut-être l'autre avenue qui va faire du sens. Donc, beaucoup souvent, les gens se lancent, je fais un agent IA, le niveau en sortie au niveau de la fiabilité n'est pas au rendez-vous. On va briser à ce moment-là le processus dans des étapes plus prédéfinies. On va infuser un peu d'IA. Donc, on y va en workflow IA et on va arriver à ce moment-là souvent quelque chose qui fait plus de sens dans un quotidien professionnel. Donc, une meilleure fiabilité, une meilleure prévisibilité de qu'est-ce que l'intelligence artificielle va sortir à la fin. Donc, voilà un petit peu la différence entre workflow IA et un agent IA. C'est deux choses que souvent les gens vont mélanger ou du moins ne connaissent pas qu'un workflow IA est souvent la solution à adopter dans un cadre d'entreprise. Je pense que le terme est bon ici, c'est qu'on est dans une approche, je ne sais jamais si le terme est bon en français, mais probabilistique versus une approche non probabilistique. Vous m'excuserez si je viens de massacrer le dictionnaire français avec le terme que je viens d'utiliser. J'espère que vous l'avez compris, c'est un terme qui est très, très anglophone ici. Mais l'idée est la suivante, c'est de se dire, comme tu l'as mentionné, un workflow spécifique dans une organisation, des étapes spécifiques qui doivent être faites de la bonne manière pour arriver à un rendement final, doit être orienté, comme je l'ai mentionné, à un workflow pour ne pas qu'il y ait d'erreur, mais que simplement l'intelligence artificielle vienne accélérer, on pourrait dire ainsi, le workflow. Et un agent IA, il y a une part de possibilité qu'il ne donne pas exactement un rendu final comme on le voudrait, avec une étape ou une séquence de travail peut-être un peu différente, parce que c'est probabilistique, on pourrait le dire ainsi. Et ça, c'est bon d'amener ça à l'attention de notre audience parce que je ne sais pas si tu l'as vécu, Jonathan, mais je l'ai vécu il y a environ 18 mois de cela maintenant qu'on commençait à tester d'intégrer l'intelligence artificielle chez G7 de quelconque manière. La réponse de nos collègues à l'interne était très souvent: ah, ça ne marche pas, je ne l'ai pas réutilisé. Dans une optique qu'on traitait l'intelligence artificielle, dans le cas ici, comme un élément déterminé et non un élément probable. Donc, dans le sens qu'on a été habitué à des logiciels. Un logiciel, à moins qu'il y ait un bug comme on a eu hier avec AWS, plus souvent qu'autrement, va te donner un résultat final qui est
99,9% du temps toujours le même. Et ici, c'est différent. Et c'est très important de faire la distinction entre les deux parce que c'est deux choses totalement différentes. Tu peux bâtir, bien entendu, des logiciels avec l'intelligence artificielle, mais il y a un élément probabilistique, encore une fois, j'espère que c'est un terme français, versus un élément qui est déterminé avec des workflows, comme tu l'as mentionné. C'est super intéressant comment tu le mentionnes, Antoine, parce que c'est carrément ça. Des lignes de code traditionnelles qui n'ont pas d'intelligence artificielle, le résultat va être déterminé. Et dès qu'on fait appel à un cerveau, qu'il soit humain ou numérique, donc de l'intelligence humaine ou de l'intelligence artificielle, ben, c'est des probabilités en sortie au final. Et c'est là que c'est important quand on décide d'automatiser quelque chose dans son organisation avec l'intelligence artificielle, il faut réfléchir à c'est quoi le niveau de fiabilité qu'on veut au final. Est-ce que je suis à l'aise avec 95 de vérité, 90, 100 ou 50 à ce moment-là? Donc, il faut y réfléchir parce que, comme tu dis, Antoine, on est tellement habitué avec le développement logiciel qu'on a vécu dans les dernières décennies que ça donne un résultat très prédictible. L'intelligence artificielle, ce n'est pas le cas, ça vient répliquer l'humain. Donc, il peut y avoir une certaine variabilité au final. Donc, si on s'attend que 100 des fois, ça donne le résultat nous, en tant qu'humains uniques, on pensait qu'il faudrait que ça sorte, mais il y a une problématique. On n'y arrivera pas d'abord en partant parce qu'il faut l'entraîner, ce fameux cerveau-là. Il faut lui donner plus de contexte, il faut lui donner plus d'informations, il faut nettoyer la donnée, il faut lui donner plus de données. Donc, il y a de l'entraînement à faire, pareil comme on ferait avec un collègue qu'on accueillerait dans l'organisation. Donc, en tant qu'entrepreneur, en tant que géant d'entreprise, je pense qu'on a une prise de conscience à faire que ce qu'on va interagir comme logiciel devant nous, à cause de l'intelligence artificielle qui va être intégrée dans ces logiciels-là, nos attentes doivent être différentes de ce qu'on a eu comme attente dans les dernières décennies. Sinon, on va être constamment, d'un côté, déçu, mais de l'autre côté, on est épaté parfois dans certains résultats que ça va donner parce qu'il y a des lignes de code traditionnelles. Ben, la majorité des lignes de code traditionnelles ne permettaient pas d'arriver à ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. On fait une petite pause sur le podcast en cours parce que je veux vous parler d'une entreprise que j'aime tant et cette entreprise se nomme Hello Darwin. Hello Darwin, d'ailleurs, si vous ne le savez pas, c'est une organisation qui vous aide à aller trouver des subventions dont vous avez le droit et Hello Darwin est également un partenaire du podcast Hypercroissance. Parlant de subventions, il y en a une que je veux vous parler aujourd'hui. Je veux vous parler du programme de soutien à la commercialisation et à l'exportation, qui d'ailleurs est une initiative d'Investissement Québec. Et là, récemment, il y avait une partie de l'équipe d'Hello Darwin qui était présente lors d'une allocation exclusive de la ministre de l'Économie du Québec, Christine Fréchette, et elle a annoncé que le programme, très, très prisé, allait réouvrir au courant de l'été. Et c'est un programme qui vous aide à commercialiser vos produits et services au Québec, mais également par la suite à exporter vos produits à l'international. D'ailleurs, avec ce programme-là, dans le passé, on pouvait avoir des subventions qui allaient jusqu'à 250 000 $. Mais attention, sachant que c'est un programme qui est très, très, très en demande et qui a des places limitées, je vous invite à rapidement aller remplir un formulaire sur le site web de l'équipe de Hello Darwin pour être dans les premiers à y avoir accès avant que le programme soit plein. Donc, si ça vous intéresse, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Il y aura un lien dans les notes de l'épisode. Ça va vous donner la chance d'être dans les premiers à avoir accès à cette subvention et également d'avoir un 10 de rabais quand vous allez travailler avec l'équipe de Hello Darwin. Ils vont tout faire pour vous. Ils vont faire le travail pour trouver la subvention, faire le travail pour trouver l'argent pour vous et faire en sorte par la suite que vous pouvez vous concentrer à une chose, faire croître votre entreprise. De retour à l'épisode en cours. Et je pense que ça débute par déterminer quelles sont nos attentes. Et c'est très important de commencer avec la distinction d'un workflow versus un agent IA. Et maintenant, ça m'amène à une question. Parce que tu sais, Jonathan, je l'avais mentionné sur le podcast dans les dernières semaines. Il y a un nouveau podcast. Je suis un très grand amateur de podcasts pour qu'on soit capable nous-mêmes d'améliorer nos conversations au quotidien que j'écoute depuis plusieurs semaines maintenant qui s'appelle 20VC, qui est animé par Harry Stebbings et ils ont une émission hebdomadaire avec Jason Lemkin. Jason Lemkin est un peu le parrain du SaaS, on pourrait dire ça ainsi. Il a bâti son propre logiciel à la fin des années 2000. Il l'a vendu au début des années 2010. Et par la suite, il a bâti la communauté SaaStr, qui est peut-être une des plus grosses communautés de SaaS au monde. Et
Depuis quelques semaines maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'il s'est grandement intéressé au vibe coding, donc via Replit, via Cursor. Il bâtit lui-même des agents, il bâtit lui-même des applications et il en parle ouvertement sur son podcast, comment il les a construits, comment ça l'aide dans son quotidien. Est-ce que ça l'a aidé à remplacer des anciens collègues qu'il avait dans son organisation? Et c'est assez intéressant parce qu'il dit maintenant dans ses conversations ouvertement qu'il a 20 agents qui travaillent un peu dans son entreprise, on pourrait le dire ainsi. Il a été capable de remplacer, je pense que 75 de ses équipes. Et tu les connais, les Américains. Ils sont très fiers de dire ça. Ici, au Québec, on se retient un petit peu de dire, bon, est-ce qu'on va remplacer une personne par un agent? Lui, il est très fier de dire, j'ai remplacé 75 de mon équipe avec des agents. Et il se faisait poser la question. Et c'est un cas tellement intéressant qui, je crois, peut intéresser notre audience. C'est une ancienne CMO, donc une Chief Marketing Officer, qui n'était plus à l'emploi. Je pense qu'elle sortait d'un congé de maternité, qui avait eu des grands emplois dans le passé. Et qu'elle lui a envoyé un message en disant « Hey, je cherche une job en ce moment, je cherche un travail. Est-ce que tu es capable de m'aider? » Sachant que Jason a énormément de connexions dans le milieu, habituellement, la réponse serait bien sûr un CMO, on est capable de te placer. Puis il lui a dit « J'ai absolument rien pour toi. » Et il expliquait un peu quelle était la dynamique un peu qui se met en place, qui est en train de changer. Ou est-ce que si tu n'as pas une compréhension, une expertise, une exécution que tu es capable de mettre en place en ce moment avec l'intelligence artificielle, la réponse c'est j'ai rien pour toi. Donc, la seconde question qu'on lui a posée, la suivante, ben dans ce cas-là, Jason, comment j'apprends moi-même l'intelligence artificielle? Et lui de répondre, ce n'est pas la bonne question à poser. La bonne question à poser, c'est comment je peux construire des outils d'intelligence artificielle aujourd'hui. Et c'est comme ça que je vais apprendre l'intelligence artificielle. Donc, prémisse très longue, tout ça pour dire, si demain matin, je veux apprendre l'intelligence artificielle, partons de cette prémisse qu'on doit bâtir, que ce soit un workflow, que ce soit un agent IA. Jonathan, ma question pour toi maintenant est, par où je commence? Comment puis-je, moi, aujourd'hui, qui n'a pas nécessairement de compréhension, et le moi va représenter des entrepreneurs qui nous écoutent, qui ne sont pas nécessairement des entrepreneurs techniques, comment puis-je bâtir ce premier agent IA? Comment puis-je bâtir cette première application IA pour, ultimement, être capable d'apprendre l'intelligence artificielle? Je vais prendre la balle au bon là-dessus, puis je vais faire un petit peu de publicité en même temps, Antoine, et c'est zéro scripté, mais on offre chez OpenMind une cohorte 5 jours sur l'intelligence artificielle, justement pour élever sa connaissance de c'est quoi de l'IA, comment prendre ça en main, comment bien utiliser les outils existants. Donc, ça pourrait être un excellent premier pas pour les gens qui se posent la question. On a d'ailleurs une cohorte qui va recommencer à la fin novembre. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur notre site ou m'écrire sur LinkedIn. Maintenant, pour ta question, comment on réussit à se mettre les deux mains dedans pour apprendre? Et je pense effectivement que c'est un des meilleurs moyens pour réussir à comprendre où on en est rendu avec la capacité de l'intelligence artificielle aujourd'hui et à comprendre aussi les possibilités de où on peut l'infuser dans son organisation. Fait que ça, je suis 100% d'accord avec ce discours-là. Plus qu'on se met les deux mains dedans, plus qu'on fait des prises de conscience, plus qu'on développe nos réflexes et plus qu'on comprend les capacités au final. Donc, il existe différentes avenues. Il y a je pense qu'il faut vraiment partir de ses propres problèmes qu'on a dans nos entreprises. Qu'est-ce qu'on veut tenter d'automatiser? Qu'est-ce qu'on veut faire que ça ne fait pas de sens présentement de faire avec du temps humain, un dollar humain requis au final, et partir de certains petits cas qu'on pourrait tester les outils existants en place ou du moins utiliser de l'outillage qui nous permet d'arriver rapidement. Quelques exemples qui pourraient être faits. Dans ChatGPT en soi, maintenant, il commence à avoir beaucoup de fonctionnalités avancées qu'on est capable de faire des agents ou de répliquer ce qu'un agent peut faire pour faire certaines tâches au quotidien. Même chose dans Copilot, puis je vais donner un exemple pour ceux qui sont sur Copilot de Microsoft. Il est possible à l'heure actuelle d'activer la fonction GPT-5 et lui poser un paquet de questions. Par exemple, lis mes courriels des 21 derniers jours et dis-moi ce que je suis en train d'oublier. Je peux lui demander analyse mon calendrier des 90 derniers jours et dis-moi si ça correspond à notre focus stratégique qu'on faisait. Est-ce que je suis en train de m'égarer en quelque part ou est-ce que je suis en train d'échapper quelque chose? Et on ça, peut pour être prendre certain, ça, c'est un agent ici. Qu'on soit clair, ça, c'est un agent calendrier ou un agent email, là, qu'on utilise les bons termes. Exactement, parce que c'est un équivalent de ChatGPT
qui a accès à des outils. Donc, il a accès à ce moment-là à aller voir ce qui se passe dans votre calendrier, ajouter des choses dans votre calendrier, aller dans le SharePoint, aller sur Internet. Donc, il a une panoplie d'outils, il a une mémoire et vous lui donnez une mission. Vous ne lui dites pas exactement comment accomplir sa mission, mais par le fait qu'il peut faire son plan de match et l'accomplir de la manière qu'il pense avec les outils du mieux qu'il peut, ça devient à ce moment-là un concept d'agent au final. Donc, il y a moyen de bâtir des petits agents dans votre organisation par des outils existants comme ChatGPT, comme Copilot, comme Claude Anthropic. Donc, de bien connaître ces outils-là, ou du moins de s'y intéresser quelques minutes par jour. Mais je pense que ça peut vraiment faire la différence pour commencer à avoir un petit peu de traction, puis surtout à comprendre on en est aujourd'hui, où est-ce que ça s'en va. Puis après ça, peut-être de cibler d'autres items qu'on peut pousser plus loin en termes d'automatisation. Donc, ça, je pense que c'est le niveau 1 qui peut être pertinent pour les entrepreneurs, d'utiliser les outils existants et de s'y intéresser. Maintenant, il y a différentes sources d'informations qui peuvent vous motiver à tester des nouvelles choses là-dedans. YouTube est un excellent conducteur de nouvelles fonctionnalités et d'exemples. Si vous commencez à faire quelques petites recherches dans YouTube, l'algorithme va s'en charger. Assurément, c'est de l'intelligence artificielle derrière tout ça qui va vous proposer d'autres cas de fonctionnalités que vous pouvez tester dans Copilot, dans ChatGPT ou dans n'importe quel autre outil d'IA. Fait que ça, j'appellerais ça un petit peu le niveau 1 de prise en main. Le niveau 2 peut être grâce à des outils qui permettent de faire ce qu'on appelle en bon français du heavy lifting. Donc, de tester l'intelligence artificielle, de créer des workflows, de créer des agents IA avec peu d'efforts de codage, peu ou pas d'efforts de codage, qui normalement, avec des lignes de code traditionnelles, auraient pris des jours, voire des semaines. Mais là, c'est faisable en quelques heures ou quelques jours de tester l'IA, de prendre ça en main, de voir comment ça réagit. Donc, un outil qui est très en vogue présentement, c'est l'outil N8N, donc Normand 8 Normand. Et cet outil-là commence vraiment à se démarquer dans l'écosystème à l'heure actuelle. Donc, c'est un genre d'outil que je vous conseillerais fortement d'aller voir sur YouTube, les possibilités de peut-être tranquillement prendre en main tout ça. J'émets 2 mises en garde par rapport à cet outil-là. Premièrement, la majorité des choses que vous allez voir sur YouTube, quand vous allez le tester, c'est pas aussi beau et aussi fantastique que qu'est-ce que vous allez voir sur YouTube. Il y a certains YouTubeurs qui ont tendance à mettre ça beaucoup plus simple, beaucoup plus facile que la réalité de qu'est-ce qu'il y a en arrière. C'est quand même du très bon apprentissage pour voir les possibilités et commencer à jouer avec ça. Donc, gardez quand même votre œil critique derrière ce que vous allez voir sur les YouTube de ce monde par rapport à cet outil-là. L'autre item qui est super important, c'est que faire 80 de la job va prendre un certain temps et le 20 du temps va probablement prendre 80 du temps. Donc, entre ce que vous allez voir quand vous allez mettre quelque chose dans cet outil-là, comme N8N, vous dites, hey, ça va super vite, ça prend quelques heures à déployer, c'est fait, c'est réglé. Non, le 20 pour l'amener vraiment en production ready, donc capable de l'amener dans un quotidien fiable, prend quand même beaucoup de temps pour s'y rendre, mais ça reste quand même un excellent outil pour comprendre la mécanique. On a nous-mêmes développé des flows et des agents dans N8N pour nous puis certains de nos clients. Et souvent, les clients nous disent bah, est-ce que je peux faire la même chose chez nous dans mon organisation? Est-ce que je peux répliquer ce que tu as fait? Je donne vraiment une analogie pour expliquer cet outil-là. C'est quoi? C'est comme si vous dites moi, je me lance une compagnie qui va faire de la distribution de colis. Et N8N, c'est comme si vous prenez votre vélo pour aller porter le colis. Ça va fonctionner. Vous allez réussir à aller porter le colis. Ça va vous prouver que vous êtes capable d'aller livrer un colis et que ça fonctionne. Mais si vous voulez le faire à un certain volume, le vélo ne sera pas la solution pour amener ça viable dans une opération quotidienne au final. Donc, c'est un très bon outil pour prototyper, pour tester rapidement, mais pour vraiment amener ça dans un cadre à grande échelle, fiable. Il y a d'autres outils ou il y a d'autres systèmes qu'il faut mettre en place pour réussir à l'au bout de la ligne. Mais ça reste quand même un excellent outil pour se mettre un petit peu les mains là-dedans, comprendre, interagir, tester, excusez-moi l'expression, se casser un petit peu la gueule. Donc, je le recommande fortement d'aller jeter un petit coup d'œil de ce côté-là. C'est plus complexe que qu'est-ce que ça en a l'air sur le YouTube de ce monde, mais ça reste quand même un très bon outil pour apprendre puis assimiler des concepts derrière tout ça. Écoute, moi, Jonathan, tu viens de me donner des idées dont fascinantes et je vais me porter garant d'en donner la suite un peu sur le podcast dans les prochaines semaines. Mais simplement d'arriver et de se bâtir d'agents dont 5. Où est-ce qu'on peut le connecter, je pense? Il faudrait que je revérifie, mais je crois qu'on peut connecter ChatGPT avec notre calendrier via les objectifs que j'ai.
Donc, des trucs d'une simplicité absolue et je pense que ça peut être bon parce que je me considère comme un entrepreneur non technique et j'aurais tendance à croire qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent également sur le podcast comme ça. Et je crois que c'est une bonne approche pour commencer très tranquillement, de simplement bâtir des petits agents qui vont vous donner une valeur ajoutée. Moi, je pense que d'avoir un assistant virtuel, robot qui, à chaque semaine, me dit ben là, tu as des objectifs X avec ton organisation, avec tes projets, avec ta vie personnelle. T'es-tu rendu compte que tu mettais autant de temps dans ces types de rencontres-là? Est-ce qu'elles sont vraiment en train de t'aider à atteindre tes objectifs? Et ça, j'ai l'impression qu'on aurait tous besoin de quelqu'un comme ça qui nous remet des fois un petit peu à l'ordre de dire est-ce que tu te rends compte que tu mets autant de temps sur cette tâche-là en ce moment? Est-ce que tu devrais vraiment le mettre du temps? Et d'ailleurs, si c'est fonctionnel par la suite, pourquoi pas ne l'intégrer avec l'entièreté de nos collègues? Parce que des fois, soyons honnêtes, est-ce qu'on met réellement du temps tous au bon endroit? Donc, je vais essayer de créer des petits agents comme ça. Je vais voir avec toi si tu considères que ce sont des agents ou des workflows. J'aurais tendance à croire que tu risques de dire que c'est des agents et voir un peu si ça peut m'aider, mais je pense que les idées que tu as données sont bonnes pour notre audience. Et si vous tentez de créer un petit agent qui interagit avec votre calendrier, vos courriels, vos contacts, votre SharePoint et compagnie, je vous recommande fortement d'y aller avec la compagnie qui est derrière ces outils-là. Donc, si par exemple, vous êtes sur Microsoft, à date, les tests que j'ai faits dans ChatGPT pour s'interconnecter avec le Outlook de ce monde ou de ChatGPT vers le calendrier de Google, c'est limité, honnêtement, dans ce que ça va donner. Fait que je vous conseille fortement, dans ce cas-là, Antoine, je pense que vous êtes sur l'infrastructure de Google, testez-les à partir de Gemini, à partir du système de Google. Il va avoir un beaucoup plus grand accès et flexibilité à aller chercher la bonne information et à vous retourner quelque chose qui fait du sens. Encore ce matin même, là, je retestais le connecteur d'Outlook entre ChatGPT et Outlook et j'ai encore été déçu alors qu'en fin de semaine, j'ai fait plein de tests entre Copilot et mon calendrier. Et la différence dans l'orchestration de tout ça et dans le résultat, elle est complètement hallucinante. Donc, oui, il y a des connecteurs dans ChatGPT présentement, mais ils ne sont pas à la hauteur des attentes pour beaucoup de tâches qu'on a à l'heure actuelle. Si ça interagit avec vos calendriers, courriels, contacts, SharePoint et compagnie. On va continuer à suivre ça de près. Il y a des grosses nouvelles qui sont en train de sortir. Il y a des Complet, investissements Antoine, qui de mon sont côté pour cette massifs semaine. en ce moment sur l'intelligence artificielle. C'est du jamais vu. Et même que là, on est en train de se poser la question où l'argent va venir parce qu'il y a tellement d'investissements qui se font en ce moment. Donc, je pense que ça va être intéressant de suivre ça de près dans les prochaines semaines. Jonathan, merci de ton temps. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.